Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque soir à 17h. Si vous nous suivez en direct sur bismart.fr ou via vos box à la télévision et à retrouver bien sûr en replay bismart.fr. C'est notre plateforme pour retrouver ces vidéos et les vidéos de ces émissions en replay et puis en podcast sur votre ou vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, jour de publication de l'inflation aux États-Unis. L'indice des prix à la consommation a été publié en début d'après-midi pour le mois de septembre qui montre une inflation à peu près conforme à ce qui était attendu par le consensus des économistes. Mais quand on décompose un petit peu ces chiffres, on notera qu'il y a des poches de résistance quand même en matière de pression inflationniste, notamment autour du logement et du coût du logement en général aux États-Unis, qui a réaccéléré d'un mois sur l'autre et qui explique le maintien de ces pressions inflationnistes sur des segments très macro d'une certaine manière. L'inflation du logement, l'inflation immobilière, c'est ce qui a peut-être de plus compliqué à faire disparaître aujourd'hui. On s'en aperçoit encore avec ce rapport sur le mois de septembre qui plaide sans doute encore pour un peu de vigilance de la part des banques centrales, même si le marché estime que la Réserve fédérale américaine, si elle a besoin de maintenir ses taux directeurs à ces niveaux élevés pendant longtemps, n'aura peut-être pas besoin d'augmenter une dernière fois ou une nouvelle fois ces taux directeurs. Il y a une bataille de ce point de vue-là. Est-ce qu'il peut y avoir encore une hausse de taux d'ici le mois de décembre ? Ce rapport ne semble pas changer fondamentalement la donne de ce point de vue-là. Discussion à suivre évidemment avec nos invités de Planète Marché. On notera que la réaction de marché a été plutôt de voir les taux remonter légèrement, les taux courts américains, les taux longs également ont remonté de quelques points de base sans remettre en cause non plus le mouvement de détente qu'on a observé notamment sur la partie longue des courbes obligataires depuis vendredi dernier. On avait un 10 ans américain à 4,85 autour vendredi après la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis. Il est retombé à 4,55 ces derniers jours et on le retrouve autour de 4,65 après la publication de ce chiffre d'inflation. Décryptage à suivre donc avec nos invités dans un instant. Du côté des marchés actions, on entre doucement, progressivement dans la période de publication des résultats d'entreprise et des chiffres d'affaires trimestriels. Place aux banques américaines demain, mais aujourd'hui c'est Publicis au sein du CAC 40 qui a largement satisfait les attentes des investisseurs en relevant à nouveau ses prévisions pour l'ensemble de son exercice. Publicis qui fait partie du trio de tête des meilleures performances boursières depuis le 1er janvier avec une progression de quasiment 30% sur cette partie d'année. Le titre Publicis a été la vedette du jour à Paris. Vous aurez le détail de cette publication dans un instant avec Comme du Bois. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, nous reviendrons sur un thème dont on a beaucoup parlé encore ces derniers jours, le cas d'investissement Novo Nordisk avec de nouvelles études, de nouvelles analyses montrant des bénéfices pour ces molécules vedettes dans le diabète et dans l'obésité, des bénéfices qui vont bien au-delà justement de ces indications historiques que sont le diabète et l'obésité. C'est Alice Labouze, la présidente de Trecento Asset Management, qui sera avec nous au plateau à partir de 17h45 pour évoquer cette thématique de la santé. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, avant notre discussion de marché, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du Bois. La bourse de Paris reste sans dynamique ce jeudi. Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 0,4% en septembre sur un mois et de 3,7% en rythme annuel, des données très légèrement supérieures aux attentes du consensus formé par Bloomberg. L'inflation sous-jacente, elle, s'établit à plus 0,3% en septembre d'un mois sur l'autre et à plus 4,1% en rythme annuel, conformément aux attentes du marché. Du côté des valeurs, Publicis progresse ce jeudi. Le groupe publicitaire gagne jusqu'à 4,6% au cours de la séance, après avoir relevé l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2023, encouragé par une croissance de ses activités meilleure qu'anticipée au troisième trimestre. De son côté, Orpea chute jusqu'à 9,7% au cours de la séance. L'exploitant de maison de retraite a dévoilé hier un chiffre d'affaires en hausse de 10,7% au premier semestre 2023 par rapport à 2022, mais aussi une perte nette de 371 millions d'euros contre 269 millions d'euros il y a un an. Demain, côté statistique, les investisseurs assisteront au coup d'envoi de la saison des résultats aux États-Unis
États-Unis. Demain, ce sont les banques américaines JP Morgan, Wells Fargo ou encore Citigroup qui ouvriront le bal. Parallèlement, l'Université du Michigan publiera les résultats de son enquête de confiance auprès des consommateurs américains pour le mois d'octobre. Enfin, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de la balance commerciale chinoise pour le mois de septembre. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché avec Comme Dubois qui nous accompagne dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin, c'est avec nous ce soir en plateau, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à David Calfon d'être à nos côtés également ce soir. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de Sanso IS et Christophe Dehonte à nos côtés également. Bonsoir Christophe. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant obligataire chez CPR Asset Management. Le chiffre du jour, ce sont donc les éléments apportés par le rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis. Christophe, qu'est-ce qu'on peut dire alors 3,7% sur un an pour l'inflation globale. L'inflation cœur en rythme annuel passe de 4,3 à 4,1%. Quand on décompose un petit peu ces dynamiques d'inflation et les poches de pression qui peuvent rester, on voit très vite que l'attention se focalise sur la partie logement et coût du logement en général aux États-Unis. Oui. Premier point, c'est déjà l'inflation globale et l'inflation sous-jacente sont toutes les deux au-dessus du target Banque centrale qui est de 2%. Donc la Fed ne doit pas se satisfaire de ce chiffre. En revanche, on voit bien dans les dernières communications des banquiers centraux des fins de semaine dernière, début de cette semaine, qui commencent à prendre en compte le fait que les taux se sont pas mal tendus. Donc la montée à nouveau des taux, c'est pas du tout ce qui est anticipé maintenant dans le marché. D'ici la fin d'année, il n'y a plus de hausse de taux pricées au niveau de la Fed d'ici la fin d'année. Les poches de tension sur l'inflation, c'est au niveau du logement, mais c'est très dur. On sait que la réponse monétaire met du temps à se disperser dans l'économie. On est maintenant, les premières hausses de taux, c'était en début d'année dernière. On est 18 mois après, on va commencer à les sentir. On voit bien que de toute façon, les niveaux de taux d'emprunt sont... Le taux d'emprunt à 30 ans sur les mortgages, par exemple, est à 8%. Non, c'est ça. Quasiment 9% désormais. Ah oui, ça va tellement vite. Oui. Non, mais moi j'étais resté à 8 et quelques. On est déjà proche de 9% sur un mortgage 30 ans. On revient dans ces niveaux-là. Oui, bien sûr. Les coûts des cartes de crédit autour de 22% d'intérêt. Donc, il y aura un ralentissement. La Fed va en prendre compte. Forcément, c'est ce qu'on va voir. Tout le monde parle du ralentissement économique, peut-être récession l'année prochaine. Donc il faut rester prudent et les banquiers centraux vont prendre ça en compte également aujourd'hui avant de prendre une nouvelle décision. Mais ce chiffre-là ne remet pas en cause l'idée qu'on a peut-être atteint un niveau de taux directeur, de restriction monétaire suffisant à maintenir dans la durée pour... Ils sont très prudents au niveau de la Fed. Ils ont dit que maintenant, ils vont regarder au niveau des... Enfin, ça fait un certain temps qu'ils sont data dépendants, mais ils ont bien conscience qu'aujourd'hui, ce niveau de taux va être suffisamment restrictif pour amener l'inflation dans les targets. Donc, on a des projections de différentes maisons avec qui on travaille, et ces projections nous montrent que milieu d'année prochaine, aux alentours de l'été l'année prochaine, on va se retrouver autour de 2,20 au niveau de l'inflation globale aux États-Unis. Et aussi à peu près le même niveau pour l'inflation cœur, pour l'inflation en Europe. Donc, d'accord. Les banques centrales vont pouvoir annoncer que globalement le job est fait. Bon. Sur cette histoire d'inflation, alors on prend encore quelques minutes pour en parler. Ça a été des chiffres tellement suivis par la communauté financière. D'ailleurs, il y a un an pile, septembre 2022, c'était le pic de l'inflation cœur aux États-Unis. On avait atteint 6,6% sur l'inflation sous-jacente annuelle en septembre 2022. Un an après, on est à 4,1% pour l'inflation sous-jacente annualisée. Moi, j'ai un peu l'impression que les marchés sont convaincus aujourd'hui que l'hyperinflation de ces 2 dernières années, c'est derrière nous. En effet, je pense qu'on peut souscrire à l'idée que milieu de l'an prochain, fin de l'an prochain, l'hyperinflation se finit. Je pense que la question aujourd'hui qui agite sans doute un petit peu les marchés obligataires, c'est quid de la tendance inflationniste au cours de la décennie à venir. Est-ce qu'on va retomber dans l'ornière qui prévalait pré-Covid, ou est-ce qu'alors on aura, pour différentes raisons, plus d'inflation ? Auquel cas, évidemment, ça doit être reflété dans les perspectives de taux d'intérêt. On l'a vu notamment ces dernières semaines, où le term premium aux États-Unis a fortement remonté. C'est un des éléments qui a tiré les taux à la hausse. Et là, c'est sans doute la question du moment. Quelle sera l'inflation tendancielle ? Pour un certain nombre de raisons, on peut estimer qu'elle sera vraisemblablement supérieure à ce qu'elle était pré-Covid.
On voit qu'on a des marchés du travail qui sont tendus pour des raisons démographiques et donc structurelles. C'est une hypothèse de plus en plus centrale, parce que la discussion autour du changement de régime d'inflation structurelle, Oui, non, on l'a presque depuis le début, mais au fur et à mesure, des faisceaux d'indices qui s'ajoutent les uns aux autres, ça devient une hypothèse de plus en plus centrale dans un scénario de long ou de très long terme, même. C'est la nôtre, même si très franchement, on peut reconnaître qu'il y a toujours encore des risques baissiers sur l'inflation. On ne sait pas évidemment quel sera l'impact de l'intelligence artificielle sur la productivité des travailleurs, sur le travail dans son ensemble, sur l'inflation de manière générale. Il y a un certain nombre d'éléments déflationnistes qui sont toujours présents aujourd'hui. Il y a des forces des deux côtés. On a beau avoir des marchés du travail hyper tendus aux États-Unis. On a fait grand cas des mouvements sociaux qu'il y a pu avoir, en tout cas dans quelques entreprises, mais en fait, des grèves, on en a peu. On a toujours très peu de gens syndiqués aux États-Unis. Donc, je dirais, les velléités des travailleurs de s'organiser pour réclamer structurellement des hausses de salaire restent quand même relativement faibles de ce point de vue-là. On est toujours, nous tous, collectivement, friands d'e-commerce et ainsi de suite. Et on le sait, ô combien ceci peut être déflationniste, ça va rester. On verra d'un point de vue énergétique. On a eu un choc énergétique ces 2 dernières années, mais qui a été un choc de transition énergétique. Quelque part, je veux bien accepter l'idée qu'à terme, ça devrait faire que notre énergie, mieux contrôlée localement, qu'elle soit nucléaire et ou renouvelable, on devrait a priori la payer moins cher. Voilà, je cite ici un certain nombre d'éléments. Il y a du pour et du contre. On estime actuellement, en tout cas chez JP Morgan Asset Management, que ça penche plutôt pour du 2 de plus, quoi. Passe plutôt pour du 2 de plus. C'est le consensus du marché. Finalement, de longues circonvolutions, Grégoire, pour arriver en effet à un target. Oui, mais c'est ce que vous dites. C'est important parce que c'est ce qui explique encore cette volatilité importante qu'on a, notamment sur les parties longues de courbe. Maintenant, c'est vraiment l'histoire des taux longs. La volatilité des taux, il ne faut pas oublier qu'on est en pleine période de quantitative tightening. La quantitative easing, si on regarde les indices obligataires Move, a baissé à peu près d'un quart durant la période de QE par rapport à ce qui prévalait avant QE. Et là, on voit que c'est fortement remonté. En toute logique, le retrait des programmes de quantitative easing devrait donner plus de volatilité sur les marchés obligataires. C'est l'une des raisons, notamment, lorsqu'on construit un portefeuille pour lequel on peut retrouver de l'intérêt pour l'obligataire, mais plus uniquement, c'est un actif qui est devenu aussi plus volatile, a priori, pour les années à venir. Oui, on n'est plus dans le même régime de corrélation. Moins, oui, ça c'est sûr. Oui. Sans même évoquer le contexte de corrélation qui est de nouveau problématique cette semaine. On va y revenir. Sur cette histoire d'inflation, David, s'il n'y a pas besoin d'y passer plus que quelques minutes, avançons. Mais est-ce que pour vous, je veux dire, c'est un risque qui est un peu derrière nous désormais, ou est-ce que on est dans une phase où la vigilance reste de mise? Je pense que la vigilance reste de mise, en fait, pour 2 raisons. Mais avant de rentrer là-dedans, juste une remarque sur la crédibilité des banques centrales. C'est que dans cet exercice-là, elles restent, aux yeux du marché, crédibles. Donc ça, c'est quand même intéressant. Il n'y a pas eu de dérapage sur les anticipations d'inflation. On regarde les taux de break-even aux États-Unis, etc. Ça reste aux États-Unis, en Europe, on a vu que ça pouvait glisser toujours un petit peu, mais il n'y a pas de gros dérapage. Donc de ce côté-là, c'est déjà pas mal. Après, ce que j'ai souvent dit, c'est que de passer de l'hyperinflation à de l'inflation, ça c'est facile. De passer de l'inflation à pas d'inflation, ça c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Et donc là, pour le coup, ce qu'il faut voir, et on voit bien avec les chiffres d'aujourd'hui, on bute un peu le rythme de ça devient plus dur. Voilà, c'est pas linéaire. Sur 3 mois annualisés, là, ça remonte un peu. Voilà. Sur 6 mois, sur 12 mois, il n'y a pas de doute, ça baisse. Sur 3 mois annualisés, c'est pas. Tout à fait. Et c'est ce le chiffre de septembre vient un peu casser la dynamique. Ce cycle, passer de 6 à 4, facile. Passer de 4 à 2. C'est pas le même travail. Voilà, c'est un peu plus difficile. Et je pense que, moi, j'aimerais bien être très optimiste en disant ça y est, la Fed a fini. On n'est pas à l'abri parce qu'on a quand même eu un rapport de l'emploi qui est très très solide. Là, on a des chiffres qui sont pas tout à fait dans le sens qu'on voulait. Alors. Novembre, je pense qu'ils vont se laisser le temps de réfléchir. Oui, on n'est plus dans l'urgence de 2022 où à chaque meeting, il fallait en faire toujours plus. Mais c'est pas on n'est pas à l'abri d'une surprise en décembre. Et je crois que la clé va être effectivement, ce que vous disiez Christophe, c'est la clé, c'est les conditions financières. C'est est-ce que le marché finalement a fait le travail de la Fed ? Est-ce que le marché fait le travail des banquiers centraux? Si c'est le cas, ça sera pris en compte, etc. Mais on n'est pas, on n'est pas encore totalement sorti du bois aux États-Unis. Je pense qu'en Europe, la situation est assez différente.
Je pense que là, la Banque centrale n'ira pas plus loin. La dynamique économique n'est pas la même. Le retrait de liquidité, voilà ce que Vincent mentionnait avec le quantitative tightening, est quand même très agressif en Europe. Et on arrive à des niveaux qui, historiquement, quand les bilans se sont réduits à cette vitesse-là, ça s'est senti. Dans d'autres classes d'actifs, il y a eu des ressentis et c'est vrai que nous, notre ingénieur quantitatif chez Sanso a fait un petit travail pour essayer de regarder de manière très quantitative l'image du marché aujourd'hui et de le comparer historiquement en analyse de proximité. À quoi ressemble, d'un point de vue de facteurs techniques, de liquidité, etc., à quoi ressemble le marché d'aujourd'hui ? Bon, malheureusement, il nous dit que ça ressemble beaucoup à septembre 2018 et un peu à avril 2012. Si vous vous souvenez de ces deux périodes, ce n'étaient pas des périodes pour les actifs risqués, ce n'étaient pas des périodes très très sympathiques. Et je crois que voilà, ce qui a agi, c'est véritablement le côté retrait de liquidité, tension du marché. On en parle beaucoup moins, mais le bilan de la BCE, il se réduit parce que la BCE ne réinvestit plus un certain nombre de ses programmes. Et Exactement. Puis, il y a eu aussi toute la liquidité bancaire. Il y avait eu en fin juin 500 milliards de remboursements de liquidités par les banques. Ça a fait dégonfler d'un coup, d'un seul, le bilan assez vite. Et c'est là-dessus qu'il va falloir rester quand même un peu vigilant. Oui, parce que sur la partie bilan, les banques centrales, autant elles peuvent, Christophe, avoir des discours peut-être plus équilibrés sur les taux, en fonction des positions des uns et des autres au sein des comités de politique monétaire, autant sur la question du bilan, que ce soit pour la BCE ou pour la Réserve fédérale américaine, pas question d'arrêter aujourd'hui la réduction du bilan, voire même peut-être faut-il l'accélérer, se demandent certains. Oui, alors c'est un gros sujet, étant donné que cette réduction, donc la réduction de l'APP ou du PEPP... Donc c'est les programmes BCE, c'est les deux programmes BCE. S'ils sont réduits, c'est à peu près 300 et quelques milliards de réduction de taille de bilan l'année prochaine. Au rythme actuel. S'ils sont réduits, on poursuit la réduction au rythme actuel. Donc, en fait, pour les États, c'est un financement qui devra être trouvé par ailleurs. Et lorsqu'on regarde le financement après ces réductions de taille de bilan, ce quantitative tightening, on se rend compte que l'année prochaine, il y aura à peu près 160 milliards d'émissions supplémentaires absorbées par le marché par rapport à 2023. Donc en 2024, 160 milliards de plus. On arrive à 620 milliards d'émissions nettes sur le marché. Il y a deux pays qui sortent du lot par rapport à ces émissions en hausse, c'est la France et l'Italie. Et donc, ça peut être un sujet, on l'a vu avec l'écartement du spread BTP-Bund ces dernières semaines. On est passé quasiment à 200 de spread sur le taux 10 ans BTP-Bund, le spread de 10 ans BTP-Bund. Et ce spread est assez bien corrélé avec tous les actifs crédits. Donc, on sent bien que la BCE devra monitorer sa réduction de taille de bilan en regardant l'évolution des taux intra-zone euro et comment évolue le reste de la zone euro, sachant que tous les pays n'évoluent pas de la même façon. Donc, avec une seule politique monétaire, ça va être compliqué. On a déjà vu, là, depuis ces dernières semaines, on a déjà vu des mouvements de spread. On n'a plus du tout parlé depuis juin 2022, quand la BCE commence à remonter ses taux, ou juillet 2022. Le programme TPI qui doit protéger la zone euro de la fragmentation. On n'a plus parlé du spread BTP et Bund depuis ce moment-là. Non. Et là, la semaine dernière, on touchait les 200 BP sur le spread italien. Bon, il se trouvait qu'il y avait des nouvelles émissions aussi sur le marché. On sait que l'Italie, l'année prochaine, ce sera 70 milliards d'émissions supplémentaires par rapport à cette année qui viendront sur le marché. Donc il faudra trouver des acheteurs. Et ça va rester un problème. David, je pense que ça va être le sujet de 2024, parce que on a parlé de l'Europe. Aux États-Unis, dès aujourd'hui, dès cette semaine, les adjudications de 10 ans, qui étaient hier, je pense, ça ne s'est pas passé de manière euphorique. Il n'y a pas la surdemande habituelle pour le Treasuries. Il y a des acteurs qui ne sont plus là.
des acteurs étrangers. On connaît les suspects, mais l'Arabie Saoudite, Japon, Chine, tout ça, c'est des investisseurs qui n'investissent plus, qui ne viennent plus acheter la dette américaine. Mais effectivement, les banques centrales elles-mêmes ne viennent plus acheter. Et les émissions de dette, il va falloir les financer et les refinancer. Et les programmes, comme disait Christophe, sont des programmes qui sont quand même supérieurs aux chiffres de l'année dernière. Il va falloir que ça se matérialise, que l'équilibre se trouve. Et souvent, l'ajustement, il se fait par le prix. Donc, Ah oui, exactement. Oui. Quelle va être l'attitude de la demande là? Donc, si je reprends les chiffres de Christophe, il y a 300 milliards de QT ou de réduction de bilan théoriquement prévu l'an prochain en zone euro par la BCE. Et face à ça, 160 milliards, c'est ça, d'émissions nettes supplémentaires à absorber par rapport au stock Voilà, par rapport à ce qui a déjà été émis cette année. Qui va pouvoir absorber ça et à quel prix, Vincent? Heureusement, Grégoire, sur votre plateau, il y a au moins un invité sur 3, si pas sur 2, qui vous dit que les obligations sont de retour, il faut en acheter. Donc on va espérer que collectivement, le monde de la gestion d'actifs y concourt d'une certaine manière. À nombre d'égards, c'est un message que je partage sur ce plateau aussi. Je pense qu'objectivement, on a des taux attractifs aux US et en Europe, je pense qu'ils méritent d'être abordés. À ces niveaux-là, vous dites, il n'y aura pas de problème pour émettre et vendre notre dette? Alors, en tout cas, je trouve que c'est attractif. On parle du cas de l'Italie. Je pense qu'il y a un sujet, comme l'Italie, c'est vrai, ces derniers jours, on a vu ce spread quand même remonter. L'Italie se refinance au plus haut depuis 10 ans, enfin, comme beaucoup d'États. C'est vrai qu'il faudrait être prudent. Mais enfin, bon, objectivement, si les choses ne se passent pas mal d'un point de vue fondamental, et ça reste à déterminer, si des mesures budgétaires, des réformes adéquates sont prises, a priori, les niveaux de marché sont acceptables. Et je ne présume pas de ces éléments-là, mais en se concentrant uniquement sur l'aspect taux, compte tenu du fait qu'on voit tous finalement un ralentissement conjoncturel arriver, des banques centrales ayant globalement fait le job, on est à un superbe point d'entrée. Ça veut dire qu'on est au top et que derrière, ça peut que baisser. Sauf si, évidemment, des gens sont trop créatifs d'un point de vue budgétaire. Et là, ce sera quelque chose à surveiller. Ça va être un grand moment de vérité en 2024. Je souscris tout à fait à ce que disait David. On a en Europe des élections européennes. On a toutes ces émissions que tu évoquais. On a une banque centrale qui continue à baisser le bilan. On a des efforts budgétaires à faire alors qu'on sait les Français, les Européens ne sont pas prompts à se serrer la ceinture ou à quoi aux caisses. Bon, c'est vrai qu'on a un environnement un petit peu disruptif. Donc, je ne suis pas inquiet sur l'environnemental. Je pense que c'est bien de les acheter. Mais derrière, c'est vrai que j'ai un peu les inquiétudes sur la trajectoire budgétaire d'un certain nombre d'États. Et ces derniers jours, j'ai peut-être été, on l'a vu, la réponse des investisseurs par rapport au marché obligataire est relativement faible. On voit en effet que les États-Unis ne parviennent pas à trouver suffisamment de preneurs. On l'évoquait off sur ce plateau, je vais l'évoquer en on, le cas de notamment l'émission italienne la semaine dernière à destination du grand public, ce BTP Valor échéance de 5 ans. Relativement bien rémunéré, puisqu'on parle quand même à peu près de 4,2% les 3 premières années, 4,5% les 4 et 5e années. Ça vaut le coup? L'épargnant italien ne se fait pas truffer, entre guillemets, avec ce genre de rendement proposé par le Trésor? Très objectivement que c'était une bonne idée. Enfin, d'ailleurs, disons-le, le Trésor... Mais pour le Trésor italien, sans doute que c'est une très bonne idée. Mais pour l'épargnant italien, c'est une bonne idée quand même. Italien, je pense que c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, disons en tout cas que la gestion de la dette publique en Italie, chapeau, je veux dire, c'est si leur charge d'intérêt n'augmente pas. C'est une expertise nécessaire, j'imagine. C'est pas utile, mais 17 milliards de collectés. Moi, je rapporte ça à l'échelle de mon petit pays, la Belgique, qui collecte. Qui a fait mieux encore. 22 milliards sur un bon à un an. Je me dis, il y a quand même, en tout cas, c'est certainement pas le succès qu'on aurait pu escompter. Donc, c'est vrai qu'attention, les investisseurs, même les épargnants italiens, demandent vraisemblablement davantage de rendement pour l'instant. En tout cas, c'est la conclusion qu'on peut tirer de... Je ne qualifie pas ça d'échec, mais enfin, on aurait pu espérer quand même davantage sur ce type d'émission. C'est l'idée qu'on va voir des trésors nationaux aller... alors, c'est pas nouveau, les grands emprunts, il y en a eu... régulièrement un peu partout, mais d'avoir comme ça des trésors en direct avec l'épargnant particulier, c'est une bonne idée. C'est pour l'épargnant final sur la partie taux, je ne sais pas, le 1 an belge ou le 5 ans italien, est-ce que c'était du bon papier à avoir pour un épargnant particulier, selon vous, Christophe? Le taux reste intéressant. Bon, après, il faut voir la préfiscalité, etc. Bien sûr. On sait bien qu'il n'y a pas de free lunch. Voilà. En France, on l'a fait dans le passé. Il y a eu des bons directement tournés vers les particuliers. L'Italie l'a fait plus souvent, même avec des titres indexés sur l'inflation italienne.
Donc ils ont plus l'habitude de le faire. Maintenant, est-ce que ça va devenir une norme l'année prochaine de façon à diversifier aussi les sources de financement? Oui, c'est ça. Dans les années 80, fin des années 90, lorsque les États ont commencé à émettre des titres indexés sur l'inflation, c'était pour diversifier les sources d'investisseurs. Ouais. Donc aujourd'hui, il faut trouver de nouvelles sources, visiblement. Le financement est là, il faudra trouver les financements. Donc c'est probablement ce qui risque d'arriver. Ça peut donner des idées à d'autres États de la zone euro. Je crois que le Portugal aussi a dû émettre en direct, il me semble, c'est ça. C'est aussi une manière. Ça squeeze beaucoup d'intermédiaires quand même. Enfin, si on parle un peu de vos industries, de votre industrie. Mais ça squeeze beaucoup de monde quand même. Dans des marchés de la dette européens qui sont quand même aussi majoritairement détenus par des étrangers. Ça a quand même pour certains marchés quand même beaucoup changé ces derniers temps. C'est aussi une manière de montrer au marché obligataire qu'il est possible pour un État de faire appel à l'épargne publique pour se financer. Alors, ça ne financera jamais l'ensemble, mais enfin, c'est quand même, pour moi, un signe rassurant que c'est possible si on y met les formes fiscales et autres. Oui, les formes et le bon prix. Voilà. On est d'accord. C'est ce que... Bien d'accord. Fondamentalement, quand vous regardez les taux à 10 ans là, aux États-Unis, c'est 4,65, on était 4,85 vendredi. Qu'est-ce que vous dites sur la valeur, la fondamentale de ces obligations du Trésor américaine, Christophe, on peut prendre l'exemple en Europe, si vous le souhaitez, sachant que ce sont des papiers qui ont perdu quasiment 50% de leur valeur depuis mars 2020 maintenant. C'est historique dans l'histoire de l'univers obligataire. Alors, premier point, on en évoquait avec les autres intervenants, Vincent et David, que globalement, les banques centrales étaient quasiment arrivées à leur fin de cycle de resserrement monétaire. Donc, on est sur le haut du niveau des taux. On s'attend probablement dans les prochains mois un ralentissement des économies en Europe et aux US, même si les chiffres du chômage la semaine dernière étaient plutôt forts. On a eu l'ADP qui était plutôt décevant. Donc on voit bien qu'il y a des indicateurs qui commencent à donner des signes de faiblesse. Donc les taux aujourd'hui sur le taux 10 ans, à 4,70 aux US, 2,75 en zone euro, je trouve que ça a de la valeur dans un contexte où, alors à court terme, on est quand même dans une phase de fin d'année, donc on sait que la fin d'année est moins propice à prendre du risque. Donc la qualité Bund Treasuries a du sens. Je comprends. Après, avec le ralentissement économique, ça a encore plus de sens d'aller sur du taux actuellement. On a vu cette semaine le risque géopolitique qui peut revenir. Bien sûr. Donc ça reste une incertitude de plus. J'aurais tendance à dire, oui, il faut y aller. Après, je modérerai le propos en disant... on voit que les États auront beaucoup à refinancer. On a 10 ans hier sur les US, il y aura le 30 ans ce soir. Voilà, ça peut mener à ce qu'on a commencé à voir depuis mi-septembre, à une portification des courbes. C'est ça. Donc les taux longs remontent plus que les taux courts. Donc peut-être privilégier les zones autour du 5 ans. Intermédiaire, c'est exactement, ça. Voilà. Le ventre mou de la courbe, là, c'est ça. Exactement. Le ventre de la courbe, quoi. Où là, on est peut-être soumis à un peu moins de volatilité, vous dites, ou de risque de volatilité par rapport aux parties longues. En cas il y aura moins de volatilité, et si on anticipe que les banques centrales, à 6 mois, commencent à rebaisser les taux, il vaut mieux être plus proche des parties courtes. 5 ans, c'était le Trésor italien, c'était du 5 ans, c'est ça pour les particuliers. Donc, bien trouvé du Trésor italien, en effet. Bon, et puis parmi les acheteurs qui achètent moins de dettes étrangères, les Japonais. Avec cette question, est-ce que la reflation est en train de s'installer au Japon, David? On n'en a jamais été aussi proche. Non. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Non, c'est vrai que ça a été un process long et douloureux, mais effectivement. Alors, à noter, l'inflation au Japon n'a jamais atteint les niveaux d'hyperinflation qu'on a vu. Voilà, donc on est toujours resté dans des choses extrêmement modestes et modérées. Je crois que au plus haut, on au 3 quelque chose, 3, 4 peut-être, 4. Un peu plus, 4, d'accord. Mais moins de 5% d'inflation. On n'a pas dépassé les 5%. Voilà, exactement. Alors c'est vrai que la Banque centrale, c'est un peu la dernière banque centrale qui tient bon, avec une politique ultra accommodante, ce qui fait d'ailleurs de la zone du marché japonais, des actions japonaises, un marché qui est finalement très intéressant, parce qu'en termes de diversification, on voit bien que le marché ne se comporte pas du tout comme le reste du monde. Donc c'est un sujet qui est intéressant. La performance du marché japonais depuis le début de l'année est quand même assez stratosphérique, en tous les cas inattendue. Ce qui est intéressant, c'est que malgré cette performance, alors certes, corrigée de la faiblesse du yen,
on revient sur des choses beaucoup plus comparables à ce qu'on peut trouver en Europe et dans le reste du monde. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est que malgré cette performance assez spectaculaire, le marché japonais n'est pas devenu tellement plus cher que le reste du monde. On est toujours à une décote par rapport au reste du monde. Il n'y a pas d'excès de valorisation, il n'y a pas de bulle nulle part, il n'y a pas de surexcitation sur un segment de la cote ou un autre. Donc on a encore toutes les caractéristiques d'un marché qui pourrait continuer à progresser de manière assez tranquille, on va dire, d'autant plus qu'il y a deux impacts à prendre en compte. Le premier impact, c'est un impact de flux. Il faut savoir que pour des questions beaucoup plus géopolitiques qu'économiques, il y a beaucoup d'investisseurs américains qui sont en train de délester leurs investissements en actions chinoises pour se reporter sur le Japon et sur l'Inde. Donc il y a des flux entrants naturels parce qu'on essaye de remplacer quand même, on essaye de capter mais bien ce qui sûr. se passe en Asie. Bien sûr. Mais d'un point de vue patriotique, financer la Chine quand on est américain, ça devient de plus en plus compliqué à défendre. Ouais. Donc il y a un sujet de flux. Et l'autre sujet, c'est que finalement, le yen est arrivé sur des niveaux qui sont tellement faibles, voilà, on ne voit pas ce qui pourrait l'affaiblir davantage. Donc c'est vrai qu'investir sur le marché japonais, on pourrait avoir également une bonne surprise du côté de la devise. Il faut pas... Oui, c'est ça. Parce que la performance, on en a beaucoup parlé, y compris avec vous autour de cette table, David, la performance des actions japonaises. C'est pas parce que ça a beaucoup monté ces derniers mois ou depuis un an qu'on est revenu, alors je sais plus, j'ai plus en tête le niveau du Nikkei il y a 30 ans, mais c'est ça, on est revenu à 40 000. C'est ça 40 000, oui. Bref, le Nikkei est au plus haut depuis 30 ans, quoi. Donc depuis la création du Walkman, comme on disait. Donc ça veut dire qu'en 30 ans, le marché a fait zéro. Mais voilà, c'est ça. Mais je veux dire, c'est pas le moment où ça doit vous inquiéter, ou en tout cas, c'est pas le moment où ça vous inquiète en tant qu'investisseur professionnel. Non, c'est encore une fois, c'est symbolique. Ouais, et c'est juste, voilà, il y a eu un énorme excès fin des années 80. On a mis 30 ans à le corriger. Quoi non, ça s'est corrigé très vite plutôt. Et derrière, on a mis 30 ans à revenir. Voilà, il n'y a pas non plus, pas non plus mort d'homme, quoi. Oui. Et la Bosch peut faire déraper tout ça ou pas, Christophe? C'est là aussi si on est dans l'univers banque centrale, bon, on peut toujours se demander si la Fed en fera une dernière ou pas, etc. Mais la vraie question, c'est que fera la Banque du Japon dans les prochains mois, trimestres, au cours de l'année 2024, par exemple? Je pense qu'elle est en attente. Elle regarde un peu ce que vont faire les banques centrales, plutôt européennes, américaines. Il y a plein de banques centrales. La Banque d'Angleterre aussi. Hein. On a vu des sursauts sur la dette en Angleterre l'année dernière ou au début de cette année, je ne sais plus, mais. Donc je pense qu'elle est en attente de voir un petit peu, et elles se rend bien compte que pour l'instant, effectivement, l'inflation au Japon n'est pas encore sur les niveaux stratosphériques. Il faut voir qu'ils ont mis plusieurs années, une vingtaine d'années à sortir de la déflation. Bien sûr. Donc eux, ils sont, je pense qu'aujourd'hui, vu le niveau de dette, ils n'ont pas forcément envie de retomber en déflation. 3 à 4% d'inflation, c'est pas grand-chose. On est bien à 3% en zone euro, 3,7%. Donc je pense qu'elle va prendre son temps. Pour le moment, c'est juste la gestion de la courbe des taux. Ils essayent de maintenir le taux 10 ans qui remonte tout doucement. Hein. On est à 0,77 sur le taux 10 ans. Ça remonte tout doucement, mais l'idée, c'est éviter que les taux remontent trop rapidement. Bon, c'est essentiellement des Japonais qui détiennent la dette. Donc, ça oblige à défendre le yen pour l'instant, en attendant de voir ce que feront la Fed et la BCE l'année prochaine. Quoi. Exactement. Japon, c'est un cas qui vous intéresse chez JP Morgan Asset Management, Vincent? Oui, long Japon depuis le second trimestre de cette année. Ouais, on a d'accord. Le meilleur trimestre. non, mais en même temps, alors, on prend les trains quand ils arrivent et quand ils roulent. Mais on demeure long avec conviction sur le Japon. Et du coup, vous y restez? On y reste. Je pense qu'il y a un certain nombre de bonnes raisons qui ont été énumérées. Je pourrais en ajouter un petit peu des raisons, en tout cas prospective, et je ferai peut-être, j'ai une minute, un peu d'histoire sur le Japon, mais bon, au-delà, on a ce coup d'accélérateur cette année, finalement drivé par la recommandation notamment de la bourse japonaise, notamment pour les entreprises encore trop faiblement rentables, avec, comme on dit en jargon, des rendements sur fonds propres qui sont trop faibles, en tout cas les inciter à les booster, et le cas échéant, en tout cas, de publier les noms de celles qui ne le feraient pas. Alors on sait qu'il y a évidemment encore pas mal d'expédients qui peuvent être faits, elles sont encore assises sur des montagnes de cash, elles ont des participations croisées et ainsi de suite. Mais en débouclant tout ça, elles pourraient réellement racheter leurs actions propres et ainsi booster leur rendement sur fonds propres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vraisemblablement attendre d'un point de vue fondamental pour les actions japonaises au cours des quelques années à venir. Donc
intrinsèquement, il y a déjà quelque chose qui devrait se passer en termes de corporate governance. Il se passe quelque chose d'un point de vue économique. David l'a évoqué sur le front de l'inflation. Malheureusement, Shinzo Abe n'est plus là pour le voir, mais c'est quand même finalement le résultat de ces initiatives sur les salaires, sur l'ouverture de l'économie, sur la réforme de la C'était pas une mauvaise stratégie. Sur la réforme de la corporate governance, il a eu tout bon à nombre d'égards. Il faut quand même le signaler. Il y a pour moi des développements qui sont intéressants au Japon aussi actuellement. Alors certes, il bénéficie aujourd'hui de la réallocation des fonds hors Chine, mais le Japon, c'était peut-être passé sous le radar, mais a quand même des caractéristiques intrinsèques, notamment d'exposition à tout ce qui touche la transition énergétique et autres, qui sont très fortes. C'est le sujet quand même du moment où depuis pas mal de temps, c'est en tout cas une expertise qui... Ils ont toujours des industries de pointe. Ils ont des industries de pointe, que ce soit la robotique, ça on le savait, que ce soit la technologie mais générale, mais... que ce soit en termes commodities sur les terres rares, que ce soit en expertise sur les batteries, que ce soit en expertise sur les pompes à chaleur, sur tout ce genre d'éléments, c'est très bon. Et puis ce ne serait pas la première fois, je fais avec ma petite parenthèse historique, que le Japon pourrait surfer sur cette vaste transition énergétique. Le succès du Japon années 70, années 80, c'était en plein la transition énergétique. L'intensité énergétique du Japon était moitié moindre que les États-Unis au début des années 70, et l'industrie et les biens industriels japonais étaient nettement moins intensifs. Je schématise, la Toyota moyenne dans les années 70 consommait nettement moins que la Peugeot, Citroën ou la Chrysler, raison pour laquelle finalement l'industrie japonaise ça a été un boom. L'automobile japonaise a conquis le monde à l'époque, pas uniquement l'industrie japonaise de manière générale, parce qu'elle était moins intensive en énergie et en carbone, et ça a vraiment été un driver de performance pendant 2 décennies jusqu'à l'excès évidemment. Ce qui est intéressant aussi d'un point de vue composition de portefeuille, c'est que cette excellente performance s'est faite avec une très faible corrélation avec le reste. On en parlait sur l'obligataire, Grégoire, notamment les corrélations qui sont un peu... Ça protège moins. Finalement, c'est-à-dire s'exposer à ce genre de thématique et à ce genre de marché, on espère que ça va nous aider en termes de performance, mais ça nous aide déjà en termes de corrélation. Le Japon a un pouvoir diversifiant aujourd'hui, qu'on ne trouve pas sur d'autres grandes classes d'actifs, à commencer par l'obligataire. Plus de l'aborder, et on aurait pu passer des heures de discuter des dynamiques évidemment économiques du tourisme au Japon et ainsi de suite. On le fera dans une prochaine Non, mais alors David, je crois que c'est vous qui m'aviez donné, dans les années 80, les actions japonaises, ça pourrait représenter jusqu'à 40% des allocations et des portefeuilles mondiaux. Ça représentait jusqu'à 40% du MSCI. Du MSCI Monde, pardon. Du poids de l'indice. Voilà. On est à 5%. On est en dessous de 6. Voilà, exactement. En dessous de 6. Donc, et on a un pays, en revanche, qui flirte avec les 70%. C'est la zone Amérique du Nord, Amérique-Canada, qui représente à peu près 70% du MSCI Monde. Est-ce que... Voilà, on dit souvent qu'il faut acheter des ETF, etc. Mais bon, on achète quand même la performance passée. On achète un indice, donc il faut se méfier un peu. Un mot des actions européennes dans ce contexte, entre les États-Unis et le Japon, l'Europe. Je regardais, alors il y a un an, on marquait un point bas sur les indices actions, développés en général. Évidemment, les prix ont rebondi pendant plusieurs mois. Et puis là, on est sur une phase un peu de consolidation, au-delà de 7000 points sur le CAC. Il ne se passe plus grand-chose depuis au moins 6 bons mois. Je regardais par contre la valorisation des marchés d'actions en Europe comparée à la valorisation des marchés d'actions américaines. Il y a un an, on était déjà sur des écarts de valorisation très importants. Ces écarts n'ont fait que grandir. On a une décote de quasiment 35% de la valeur des actions européennes par rapport aux actions américaines. Oui, tout à fait. Non, mais c'est le manque de dynamisme que vous mentionnez est quand même ahurissant. On se retrouve... Alors, ça rassure pas franchement, quoi. Parce que... Non, mais... Alors, ça dépend quand vous voulez prendre les choses. Parce que d'un autre côté, on peut se dire aussi que, voilà, avec des niveaux de valorisation qui sont inférieurs à la moyenne à 5 ans, bon, c'est pas forcément un signal d'achat, mais ça rassure un peu quand même. Mais ça reste tactique, quoi. C'est ça le truc, c'est que ça reste tactique, ça marche 3-6 mois. Et puis un an après, on se retrouve toujours avec des valos au plus bas, quoi. Ouais, alors une décote. Voilà, en termes relatifs. Il faut voir après ce qu'on trouve dans les indices et dans les marchés. Alors c'est vrai qu'on en parlait un petit peu avant cette émission, mais la répartition sectorielle finalement explique une partie, mais pas grand-chose en fait. Voilà, donc ça c'est déjà... Même en modérant le poids de la tech aux États-Unis, on obtient des écarts de valorisation et des décotes de valorisation relative aussi importants. Mais le challenge, ne serait-ce que le dynamisme, je pense que le marché action est le reflet du dynamisme économique de la zone, malheureusement.
Donc, si effectivement on a un marché de l'emploi qui a repris des couleurs, puisqu'on a des niveaux de chômage qui sont assez faibles, etc., on ne peut pas dire, on n'a qu'à regarder toutes les prévisions. Je crois que l'Allemagne a baissé ses prévisions de croissance pour l'année prochaine. Donc on n'est pas dans un environnement économique, on n'est pas en plein boom. Oui. Donc après, il faut voir. C'est cohérent, quoi. Enfin, c'est assez cohérent. Ça reflète la réalité. Il faut voir maintenant ce que vont donner les bénéfices des entreprises. Alors, et ça, c'est véritablement le gros sujet. Le rebond l'an dernier se faisait au moment où on entrait dans la période de publication de résultats. Exactement. Là, j'ai envie de dire un peu malheureusement, j'ai l'impression que les attentes des analystes sont quand même assez élevées. Donc, on va voir si maintenant c'était justifié ou pas. Mais alors qu'on arrive donc en haut du cycle de durcissement, normalement, il y a un ralentissement économique qui se fait, il y a un durcissement des conditions financières. Est-ce que les prévisions des analystes optimistes vont se réaliser ? C'est pas gagné. On a quelques petits signaux. On a eu LVMH il y a quelques jours qui commence à montrer que finalement, le luxe... quand on ralentit, on ralentit. Donc, j'ai lu un analyste qui disait, parce qu'il y a beaucoup de papiers écrits sur le luxe, qui disait... Une des raisons, c'est peut-être que les gens en ont marre d'acheter autant de produits de luxe, quoi. non, mais il y a peut-être un effet de saturation aussi à un moment. C'est-à-dire que chaque euro qu'on peut mettre de côté, à un moment, on se dit, tiens, je vais pouvoir m'acheter. Il y a peut-être un effet de saturation, simplement. Par définition, on va quand même se souvenir de ce que c'est que l'industrie du luxe. C'est quand même l'inutile. Donc, oui, et puis c'est massif. C'est LVMH, je vois 18 millions de clients, quoi. C'est pas 10 clients triés sur le volet. Exactement. Donc quelque part, ça doit être représentatif de l'activité économique. Et c'est vrai que c'est un peu moins une priorité quand on sent que les temps vont devenir un peu plus difficiles. Sans doute. Sur les perspectives bénéficiaires, là, Vincent, d'un point de vue un peu macro, moi je note, alors beaucoup d'attention est portée sur la partie service, sur le plan macro, qui est en train, il y a eu le rattrapage, les effets de réouverture, etc. Ce qu'on disait, l'épargne excessive commence à être liquidée, donc on s'attend à des ralentissements marqués dans cette économie des services. Mais pendant ce temps-là, le manufacturier qui a été évidemment laminé par le Covid, le choc énergétique, etc., les enquêtes sont en train de nous dire que le manufacturier est en train de marquer un point bas et peut-être de voir une activité s'améliorer. Oui, alors je reste très prudent, et certainement dans le cas d'espèce, en tout cas de l'Europe, en ce sens que, en tout cas, du point de vue européen, il y a quand même un problème peut-être un petit peu plus structurel sur le manufacturier, qui est un problème de compétitivité. Les prix du gaz repartent à la hausse actuellement, même s'ils avaient fortement baissé par rapport à l'an dernier, ils sont quand même toujours plus hauts qu'en Chine et qu'aux États-Unis. On perd en compétitivité à cet égard. On a une législation environnementale climatique qui est fantastique, c'est super. On a cette tarification du carbone et tout ça. Et franchement, pour le climat, c'est bien, mais on est un peu les seuls à l'avoir. Depuis le début du mois d'octobre, on est rentré dans cette phase test par rapport au mécanisme de taxation du carbone à la frontière, mais c'est une phase 3 ans et on commencera à frapper ce carbone importé de tarifs douaniers qu'à partir de 2026. Donc, ce n'est pas encore quelque chose qui protège la compétitivité des entreprises. Donc, il y a ça, évidemment, qui vient affecter notre industrie. Et l'industrie, en Europe, c'est l'Allemagne. Si je caricature, il y a un peu de France. Mais l'Allemagne, en plus, a un peu ce problème, c'est que ces biens industriels, ils trouvent pour l'instant pas beaucoup preneurs. C'est des bagnoles. Les Chinois ont une politique un peu protectionniste à cet égard pour l'instant, de dire achetez chinois, aux ménages chinois, achetez des automobiles électriques chez nous. Par ailleurs, ils les font plutôt bien. Les experts automobiles diront peut-être plutôt mieux. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu un problème pour l'industrie européenne et donc pour le secteur industriel donc on marque un point bas sur ces enquêtes, c'est normal, mais il ne faut pas imaginer... Je ne suis pas sûr que derrière, il y a en tout cas d'un point de vue économique où je peux m'exprimer, qu'il y a réellement un moment de rattrapage à attendre à court terme. Logique d'investissement, petit tour de table là, sur vos domaines d'expertise, global macro. Japon, donc on a compris, Japon, ça c'est toujours long Japon. Pour le reste, prudente de manière générale, neutre equity, conviction sur le Japon, conviction sur les US, grosse conviction sur l'obligataire. Voilà grosso modo les tendances. Equity, c'est essayer de faire aussi avoir une approche un peu défensive, dividende, large cap US, et ça peut être de la tech aussi. À certains égards, elles sont défensives. Donc voilà un petit peu la philosophie que notre stratégie. David ? De notre côté, pondération action plutôt neutre, avec une préférence sur les États-Unis contre l'Europe. Voilà, donc on est un peu sous-pondéré en Europe, surpondéré aux États-Unis. Et globalement, toujours beaucoup d'intérêt pour le crédit court terme.
Court, toujours. Court. Pas envie de prendre Non, de duration de ce point de vue-là. Toujours pas. Même pour la dette d'entreprise, quoi. Non, on se retrouve quand même dans un cycle qui est extrêmement classique, donc on attend un peu d'y voir un peu plus clair, quoi. Mais normalement, le ralentissement ne doit pas être bon pour le crédit long terme. Christophe, sur la partie obligataire, là, Bah, tout le monde attend le moment de rebasculer sur des taux chez nous, plus je le longs. disais, on est plutôt positif, à horizon jusqu'à la fin d'année. Mais globalement, sur les parties intermédiaires des courbes, sur le crédit de bonne qualité également, le milieu du investment grade, où ça donne quand même à peu près du 4,5 de rendement, donc ça reste intéressant. Et puis sur des secteurs qui sont plutôt défensifs, pas trop consommation, les secteurs cycliques vont souffrir, mais globalement... Là où il y a les marges les plus faibles, bien sûr. Ouais. Mais globalement positif. Alors après, jusqu'à la fin d'année, après l'année prochaine, on verra l'évolution des financements. On a le temps d'en reparler, oui. On a le temps d'en reparler. On est d'accord. Un trimestre, c'est déjà un bon horizon de vision, effectivement, pour les marchés, pour les investisseurs aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christophe Dehondt, qui est à nos côtés, gérant obligataire chez CPR Asset Management, David Calfon, le président de Sanso ES, et Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la santé, avec Alice Labouze à mes côtés, présidente de Trecento Asset Management. Bonsoir Alice. Bonsoir Grégoire. C'est une thématique, une des expertises historiques d'ailleurs de Trecento Asset Management, la gestion thématique tournée vers la santé, avec un cas d'investissement. Alors, j'écrivais l'autre jour sur Twitter que Nvidia serait le cas d'investissement de 2023, mais en fait... il y en a un autre. Exactement, c'est Novo un Nordisk. ballottage Oui. avec Novo Nordisk dont on parle à peu près tout le temps. Un jour sur deux en ce moment. Ces derniers temps. Et déjà, je me souviens qu'en fin d'année dernière, on avait évoqué ensemble le fait qu'un de ces médicaments qui s'appelle l'Ozempic était détourné par un certain nombre de personnes, connues et moins connues, qui souhaitaient maigrir parce qu'effectivement, en fait, on s'est rendu compte qu'un des médicaments de cette société, qui était en théorie, c'est censé être un antidiabétique, donc c'est pour les gens qui ont le diabète, faisait maigrir. Le fameux Graal de l'amincissement dont tout le monde rêve, quelques piqûres et hop, vous devenez coach fitness du jour au lendemain, donc c'est assez extraordinaire. Et alors, Novo Nordisk, juste pour représenter le cadre, c'est une société danoise, la plus grosse capitalisation danoise, c'est une société qui est assez intéressante parce qu'ils sont devenus leader mondial sur la production d'insuline. Donc vraiment, leur marché, ce sont les diabétiques. Et on sait qu'à cause de la sédentarisation des populations et à cause de l'alimentation pas très bonne et du sport qui est de moins en moins présent, ça commence à revenir, mais quand même dans la vie des gens, il y a un développement très fort du diabète, donc de ce qu'on appelle les maladies chroniques et notamment le diabète. Donc c'est un boulevard pour eux. Mais là, ils sont sous les feux de la rampe parce qu'ils ont développé ce fameux Ozempic qui ferait maigrir les gens, mais même plus que ça. Mais c'est-à-dire que c'est ça. Ça, Ozempic, c'était l'histoire d'il y a un an. Mais c'est ça. C'est ça qui est dingue. C'est que... Et alors... intuitivement, on comprend que ce soit pour le diabète, que ce soit... Alors, ils ont Wegovy aussi, donc ça, c'est la même molécule, dosée différemment pour l'obésité, dédiée spécifiquement à l'obésité. Mais... on voit bien le nombre de pathologies, de comorbidités associées à l'obésité, au diabète, etc. Et donc là, ils sont en train de repousser les frontières en permanence pour voir jusqu'où ces molécules, Ozempic ou Wegovy, sont capables d'apporter des bienfaits. Évidemment, étude après étude. Une fois que vous avez démontré que vous arrivez à faire maigrir les gens, vous démontrez que vous êtes capable de faire en sorte qu'ils aient moins de maladies cardiovasculaires ou de problèmes d'arrêt cardiaque ou ce genre de choses. Évidemment, les gens sont plus minces, donc en théorie, il y a moins de maladies cardiovasculaires. Et là, le grand sujet d'hier, ça a été vraiment de dire ça diminue l'impact sur les reins. Enfin, en tout cas, ça développe moins de maladies, ça permet d'avoir moins de maladies, donc moins de dialyse, moins de besoin de dialyse pour les diabétiques. Et donc là, c'est vraiment le second gros événement, si vous voulez. Et ça va aller plus loin, parce que bientôt, ce sera l'orthopédie. C'est-à-dire, bientôt, on dira, grâce aux médicaments de Novo Nordisk, il n'y a plus besoin de prothèses de genoux, plus besoin de prothèses de hanches. Non, mais quand vous dites c'est un Graal, c'est quand un Américain sur deux est obèse aujourd'hui au sens médical du terme, 1 sur 4 dans le monde développé, et qu'on voit des pentes ascendantes dans les pays émergents, avec tout ce que ça implique. Alors moi, je pousse ce sujet, les économistes me regardent encore, mais
quand on voit les populations en âge de travailler laminées par des questions de santé, d'obésité, de crise des opioïdes aux États-Unis, etc., c'est des causes nationales dans ces pays-là. Tout à fait. Quand vous dites c'est le Graal, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là quand même. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que cette société fait 50% de hausse sur les marchés, en bourse depuis le début de l'année. C'est-à-dire que c'est effectivement le Nvidia de la santé, on va dire. Et c'est vrai que bon, il y a quand même 1 milliard d'obèses dans le monde, donc c'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc le marché est colossal, et puis petit à petit, ça a quand même un impact boursier positif pour Novo, mais alors pour le coup très négatif pour le reste du secteur de la santé. Alors, ça renforce encore plus, je trouve, la crédibilité qu'on a autour de cette histoire Novo Nordisk et de voir que des secteurs baissent chaque fois que Novo annonce quelque chose de nouveau. C'est bien l'idée que le marché prend en considération quand même cette. C'est ça. Alors en juillet, la baisse, c'était toute la cardiologie, c'est-à-dire tous ceux évidemment qui répondent aux problématiques cardiaques. C'était aussi tous ceux qui font les opérations pour maigrir, gastrique et tout ça, les nœuds, bien sûr. Les glucomètres, donc tout ce qui permet en fait de mesurer son taux d'insuline, de sucre dans le sang, ce qui est quand même c'est quand même assez incroyable que ça baisse aussi fort, parce qu'en fait en face vous avez des baisses de 20, 30, 40% sur des sociétés qui ont quand même des marchés et qui n'ont pas changé particulièrement. Ce ne sont que des anticipations. Et là, hier, vous avez l'ensemble des sociétés dans le domaine de la dialyse, notamment une société américaine qui s'appelle Davita, qui était une des grandes chouchoutes de Warren Buffett à une époque, d'ailleurs, je me souviens bien. Ils ont plein de centres de dialyse à travers le monde, mais surtout sur le marché américain. Ça a perdu 16 ou 17%. En un claquement de doigts. Pourtant, il n'y a pas eu de baisse de chiffre d'affaires ou de publication des entreprises en question. C'est de l'anticipation. Et je crois qu'en fait, là, le sujet, c'est que c'est la première fois qu'on commence à avoir quelques éléments un peu chiffrés. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, ça va diminuer le nombre d'obèses, donc ça va diminuer le nombre de dialyses de temps. Bon, honnêtement, c'est quand même beaucoup de suppositions. C'est-à-dire que les essais cliniques sont plutôt favorables, ok. Mais avant que ça diminue de manière significative, ne serait-ce que la croissance de l'obésité, et donc la croissance des opérations cardiaques et des opérations... Ça peut se passer une génération, quoi. Des glucomètres, parce qu'il va quand même falloir regarder son taux de sucre dans le sang, même si on a maigri, parce que si on a une nature diabétique, c'est quand même un petit peu embêtant. Je crois que le marché a une petite tendance à l'exagération. Je trouve que ça en dit beaucoup sur la manière dont le marché fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire quand on a un événement qui potentiellement peut changer la donne, mais on l'a vu aussi sur les fabricants d'alimentaires, food and beverage. Exactement. Avec le patron de Walmart qui lâche une petite bombe en disant les gens sous traitement dont on étudie les comportements d'achat alimentaire, on s'aperçoit qu'ils achètent moins de cochonneries et moins de calories et moins de sucre. Oui, évidemment ça marche. Donc ils sont incités, et puis en plus il y a un effet satiété très important. Et on voit bien que le marché se projette peut-être trop vite, trop loin, mais en tout cas, c'est la manière dont le marché fonctionne aujourd'hui, c'est tout de suite d'imaginer à la sortie ce qu'il en sera pour le fabricant d'appareils de dialyse, etc., d'ici 5-10 ans. Et la sanction, elle est le jour même. Honnêtement, les marchés ont quand même beaucoup changé. C'est-à-dire qu'entre l'époque où on s'est connus il y a très longtemps, et maintenant, en fait, vous avez des mouvements massifs de vente, même parfois de paniers. C'est-à-dire que d'un coup, on va vendre tout un segment d'activité, alors que ça pourrait être qu'une ou deux entreprises qui seraient concernées, et surtout à une vitesse qui est hallucinante. C'est-à-dire pour les gérants de fonds, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous une tendance fondamentale, en tout cas on est assez nombreux à étudier les entreprises, à essayer d'aller vers la juste valeur des entreprises. C'est un peu le modèle des gérants classiques, on va dire, particulièrement en France. Et la réalité des marchés, c'est qu'en fait, maintenant, c'est beaucoup de trading quantitatif, des algorithmes, et donc ça va à toute vitesse, et vous n'avez pas le temps, et comme on ramasse pas un couteau qui tombe, on attend, et puis on voit ce qui se passe. Alors quand même, sur ce médicament, il y a un tout petit warning pour tous ceux qui sont en train de taper aux Ozempic et se dire je vais maigrir, c'est génial. Sachez tout de même que le problème, en tout cas statistiquement, vous reprenez le poids quand vous arrêtez. C'est traitement à vie. Il faut quand même le dire aux gens, parce que c'est important. Non. Wegovy est dédié encore une fois au traitement de l'obésité. C'est encadré sur le plan médical. Là pour le coup, Wegovy, ça doit se prendre sous prescription c'est ça. quand même. En fait, c'est une injection et c'est traitement à vie. On traite l'obésité comme une maladie chronique. Voilà, exactement, ce qui est quand même incroyable. Alors sinon, il faut évidemment faire évoluer son mode de vie, manger plus sain, faire du sport et faire attention. Mais quand même, ça on peut tout faire ensemble. J'imagine qu'un médecin va recommander quand même aussi aux patients un des grands sujets, ça a été le fait que beaucoup de médecins ont commencé surtout à donner ces médicaments hors autorisation de mise sur le marché. Et donc, en fait, ça a créé une rareté. Ce buzz. Ça a créé du buzz. On l'avait dit ensemble, plus de un hashtag de plus de 500 millions de fois.
si vous voulez, sur les influenceurs sont passés par là. Non, mais bien sûr. Voilà. Oui. Et pas que Elon Musk aussi a fait la oui. Donc ils sont un certain nombre. Et tout le monde a voulu prendre ce médicament. Du coup, ça a créé un effet rareté sur ce produit qui, au démarrage, est quand même pour les diabétiques. C'est-à-dire la molécule initiale, c'est pour des gens qui ont vraiment besoin, les diabétiques de type 2 qui ont besoin. Donc c'est une vraie saga, quoi, cette histoire. Et en fait, finalement, ça fait pas trop du bien pour l'instant à la santé, qui est un secteur qui fonctionne pas cette année. Alors déjà que c'était un secteur qui était un peu délaissé parce qu'il y a plutôt un attrait pour le risque cette année, donc on va faire monter la tech particulièrement, vous voyez. Mais donc déjà c'était un peu délaissé, mais alors là, avec ce fameux traitement qui soignerait quasiment tous les maux, bientôt on va pouvoir ne plus avoir de rides grâce au traitement de Novo Nordisk. C'est sûr qu'on s'emballe, mais encore une fois, il y a quand même quelque chose et des signaux faibles qui s'accumulent. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en cours de bouleversement dans ce domaine-là. Ça me fait penser à l'IA générative. Quand ChatGPT arrive, alors Nvidia, boum, et puis toutes les boîtes de tech, de services informatiques se font massacrer parce qu'il n'y aura plus besoin de codeurs, il n'y aura plus besoin d'ingénieurs. ChatGPT fera tout à leur place, quoi. C'est vraiment la destruction créatrice schumpeterienne. Et d'ailleurs, dans la santé, puisque nous, on a un fonds donc, sur la santé depuis 12 ans, en fait, c'est incroyable le bouleversement qu'on a observé sur tous les secteurs de la santé avec l'arrivée de la robotique, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Par exemple, à l'époque où on a démarré, les robots chirurgicaux, c'était vraiment quelque chose de marginal. Aujourd'hui, 50% des opérations aux États-Unis sont faites avec un robot chirurgical. 12 ans après. C'est pour vous donner une idée. L'adoption, il y a une vitesse d'adoption incroyable. Incroyable. Et le matériel médical, par exemple, notamment tout ce qui est cardiologie, mais aussi orthopédie, les prothèses de hanche, de genoux. Maintenant, vous avez des systèmes ultra miniaturisés où on peut opérer des gens qui étaient inopérables parce qu'on va passer par l'artère de la jambe avec un tout petit cathéter. On va replier le petit dispositif médical en tout petit qui va ensuite s'ouvrir même dans le cœur. C'est extraordinaire. Des valves cardiaques comme ça qui s'ouvrent, la valve aortique, on le sait. Enfin, je veux dire, c'est dingue en fait les innovations dans la santé. Alors là, c'est un choc pour le secteur. Il va falloir que le secteur se réorganise, qu'on mesure véritablement l'impact parce que là, le marché. Bien sûr, oui. Il jette et puis, le patron de Walmart, il le dit. Il dit attention, on en est aux premières semaines d'études sur des populations encore assez réduites. On verra quelle ampleur ça prend. Mais il y a quand même des chiffres effectivement qui montrent qu'il peut y avoir des changements de comportement. Et c'est un mouvement profond. C'est-à-dire que l'IA, dont on parle depuis, encore plus depuis le début de l'année, mais l'IA est en train de bouleverser tous les secteurs de l'économie. Et donc, ça peut aller très vite, très fort. Et on le sent bien. C'est pareil pour ce fameux traitement qui est un peu le couteau suisse. Avec des marchés ultra sensibles à ce genre de phénomène de rupture aujourd'hui, ou de rupture potentielle. Ça, on le sent très bien. Un stratégiste me disait, les marchés aujourd'hui sont programmés pour jouer le endgame. On joue tout de suite la fin de l'histoire partant d'une nouvelle qui peut potentiellement créer une disruption. Et puis, on verra. Exactement. Dans l'intervalle, on s'ajuste. Est-ce qu'on a eu raison? Est-ce qu'on a eu tort? Est-ce qu'on a trop vu ou pas assez, etc. Mais tout de suite, il y a la réaction en première intention de jouer l'histoire totale. C'est ça. Alors après, pour ceux qui ont envie d'aller sur le matériel médical, qui est quand même un secteur en croissance avec de l'innovation, comme on vient de l'évoquer, la bonne nouvelle, c'est que ça a baissé. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en termes de valorisation en dessous des indices américains, donc du S&P 500, ce qui est extrêmement rare. En général, en dessous. En termes de la medtech est moins valorisée que le S&P aujourd'hui. Exactement. Et en général, il y a plutôt une prime de 25%. Donc, pour celui qui rentrerait maintenant sur le marché, peut-être commencer à regarder petit à petit pour investir sur ce secteur. Parce que ça reste un secteur en croissance, innovant et qui est indispensable au développement de l'humanité. Merci beaucoup Alice, merci d'avoir été avec nous pour ce quart d'heure thématique dédié à la santé et à l'histoire de Novo Nordisk qui restera avec Nvidia, les deux N, les deux histoires de 2023 sur le plan boursier et sur le plan de la révolution technologique. Alice Labouze, présidente de Trecento Asset Management qui était avec nous en plateau pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.